il y a aussi comme une autre sorte de sujet ou des autres façons que les peuples décident de contester le capitalisme, comme en Inde et en Chine, comme des personnes qui décident de ne pas faire des émeutes, mais de faire comme la suicide. Alors, sur les émeutes en Chine, je vous conseille d'aller voir mon site, voilà, puisque non seulement je les récolte tous les matins, les émeutes, mais je les mets en ligne. Je mets en ligne les liens avec les informations journalistiques que je trouve, les vidéos que je trouve et les images que je trouve. Voilà. Et je complète pour la Chine avec la presse de Hong Kong, la presse dissidente, qui est quand même assez présente aujourd'hui. Voilà. Oui, il y a des émeutes en Chine. Alors, le mot émeute est interdit. On ne prononce pas Baotung, ça c'est trop rude. On ne l'utilise que pour les événements des années 30. Par contre, incident de masse, oui, je ne sais plus comment ça se dit en Chine, mais incident de masse, ça marche bien. Et le gouvernement chinois lui-même en avoue des centaines par an, au point qu'il y a 1 an et demi, il a mis en place une force de répression spéciale pour les incidents de masse qui n'existaient pas, c'était des CRS comme on dit en France, je ne sais pas ce que vous avez au Canada, de 600 000 personnes qui a été formée à la suite de séminaires avec les polices européennes pour savoir comment faire, etc. Il y a des émeutes de masse. Il y a quelque chose de vrai dans l'expression du gouvernement chinois. Les dernières qui ont eu lieu assez impressionnantes ont été à Chongqing. Bon, Chongqing, c'est une des plus grandes villes de Chine, hein. C'est grand comme la moitié de la Belgique et ça fait 30 millions d'habitants. Il y a eu des millions de gens dans la rue qui ont affronté la police à la suite du limogeage d'un dirigeant du parti, qui était de Chongqing. Ça, c'est une émeute directement politique, c'est assez exceptionnel. Les situations les plus fréquentes, c'est deux grandes situations, ce sont les émeutes ouvrières. Enfin, il y a 3 sortes de situations, pardon. Il y a des émeutes ouvrières, comme celle dont je vous ai parlé, mais il y en a régulièrement hein, sur des questions de salaire. Et ce sont des jeunes. Hein. Les usines chinoises, c'est des jeunes de 18 à 25 ans, hein, en masse. Des jeunes venus de la campagne, avec ou sans papier, qu'on appelle des Mingong quand ils n'ont pas de papier. On a fait un documentaire avec Samuel Duret il y a 2 ans après l'apparition de mon livre, et dans le documentaire on a fait une partie de l'enquête en Chine où on a interviewé ces jeunes Mingong qui avaient participé à des émeutes. Ça c'est la première. La deuxième chose, c'est comme un peu partout dans le monde, des émeutes liées à des expulsions dues à la croissance urbaine et à la spéculation immobilière dans les grandes villes chinoises, qui touchent aussi bien des villes de banlieue que des terres agricoles. Et là, ça peut être assez massif aussi. Et la troisième cause, c'est la répression de la jeunesse qui fait du commerce informel, parce qu'il y a aussi du commerce informel en Chine. Et quand ça se termine par la mort d'un d'entre eux, ce qui est arrivé plusieurs fois cette année, eh bien, ça fait des émeutes assez impressionnantes aussi. Voilà les 3 grandes situations. Alors, le gouvernement chinois a vis-à-vis de ces émeutes une attitude assez paradoxale. D'abord, c'est un gouvernement autoritaire et qui a 1000 ans d'expérience, parce qu'il y a vraiment une tradition étatique chinoise millénaire dans la gestion d'un pays géant. Donc le pouvoir, c'est le pouvoir. Quand il y a une émeute, la première chose qu'on fait, c'est qu'on réprime. Bon. Violemment. Et immédiatement après, quand je dis immédiatement après, c'est dans les 3 semaines, hein, on règle le problème. Ça, c'est assez exceptionnel dans le monde. C'est-à-dire qu'on augmente les salaires de 40%, par exemple. On rend les terres aux paysans. On arrête le lendemain des faits les policiers qui ont tué le jeune. Oui, ça arrive. C'est effarant. Ça ne rend pas le gouvernement chinois plus sympathique. Je dirais qu'ils sont dans la gestion des émeutes beaucoup plus pragmatiques que beaucoup de gouvernements, pour une raison simple, c'est que en réalité c'est un grand pays, et c'est un grand pays avec une énorme bureaucratie et avec des autorités locales qui sont particulièrement corrompues. Et donc il y a un jeu du gouvernement central chinois sur l'usage de l'émeute pour faire le ménage local.
Ce qui explique d'ailleurs que les vidéos, des fois, elles sortent assez facilement en Occident, qu'elles circulent, on les a vite. Je disais ça à des collègues ce matin, mais sur une émeute en Chine, il y a 2 mois, le même car de flics qui brûle, j'ai 3 vidéos différentes. Une par l'avant du car, une par le trottoir, une par le premier étage. Il y a 3 personnes qui ont filmé, qui ont mis sur YouTube, ça a circulé. C'est un exemple, j'en ai des centaines. Donc, il y en a. Voilà, il y en a, et elles sont gérées d'une façon très particulière par un gouvernement central qui a une obsession, c'est d'éviter que le pays explose. Voilà. Alors, sur les suicides, il y avait une 3e question, mais voilà. Sur les suicides, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a une continuité entre le phénomène suicide et le phénomène émeutier, que vous comprendrez en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vous dis, c'est une décision personnelle où on met son corps en danger. La décision extrême, c'est de s'arroser d'essence et de gratter une allumette. C'est du même ordre. C'est simplement à un niveau nettement supérieur et c'est beaucoup plus individuel. Mais c'est du même ordre. C'est quand vraiment tout est bouché et qu'il y a... Donc il y en a eu au Maghreb des suicides, il y en a eu en Grèce récemment, de retraités qui se sont suicidés devant le Parlement. Il y en a en Chine, assez régulièrement. Il y en a en Inde. Il y en a eu en France, les jeunes. Alors ça provoque ça génère des mobilisations collectives plus ou moins fortes suivant les circonstances, mais enfin c'est aussi en hausse. C'est aussi en hausse. Mais c'est à peu près la même géographie. Voilà. La 3e question, c'était sur la réponse du pouvoir. Ah oui, la réponse du pouvoir. J'ai commencé à y répondre. La réponse du pouvoir aux émeutes, me semble-t-il, elle est sur 2 registres. C'est-à-dire que c'est toujours sur la question de la légitimité. Il ne faut pas que l'émeute aggrave la crise de légitimité. Voilà, c'est ça l'obsession. Il ne faut pas que cette révolte aggrave la crise de légitimité. Donc, la première réponse, c'est l'aggravation de la répression et l'aggravation de la répression immédiate et des peines. C'est-à-dire que le niveau de pénalisation des actes émeutiers est en hausse partout dans le monde. Ça monte. Si on prend les peines qui ont été prononcées pour les émeutiers londoniens, là c'est ahurissant, des fois pour avoir volé une orange. Voilà, il y a une sorte d'escalade sans fin pour montrer qu'on est le pouvoir, on ne cède pas. Voilà. J'ose espérer, mais enfin peut-être que je me trompe, qu'ils ne pensent pas que c'est comme ça qu'ils vont faire peur aux gens. Parce que je ne pense pas que ça soit le niveau de la répression, la preuve par la Syrie, le niveau de la répression, quand vous avez des gens qui sont déterminés et qui ont oublié d'avoir peur, ça ne sert plus à rien, sauf à rendre la situation de plus en plus dramatique. Voilà. Donc on a ça, d'une part. Et d'autre part, en dehors de la répression, il y a essayé de jouer sur le levier de légitimation alternative dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de diviser. C'est-à-dire d'utiliser l'émeute comme repoussoir, mais il faut pour ça réussir à diaboliser un maximum l'émeute. Donc, s'ils pensent qu'ils ont réussi à diaboliser assez l'émeute, ils peuvent s'amuser, jouer à en provoquer ou en aggraver, ou à jouer de cette pratique qui est aussi vieille que l'institution policière, qu'on appelle la provocation et l'infiltration. Mais c'est dans certaines conditions. Il faut vraiment qu'ils soient sûrs que ça marche, quoi, parce que c'est quand même à double tranchant, et en tout cas, c'est surtout pas ça qui provoque les émeutes. Voilà, avoir ça en tête. Donc, en l'occurrence, réussir à diviser. Voilà. Alors, dans la division, il y a bien sûr réussir à jouer sur la construction d'un consensus des forces politiques officielles sur la condamnation. Ça, c'est essentiel.
C'est ça qui isole l'émeute et c'est ça qui en fait des épisodes de plus en plus dramatiques. Ça a été particulièrement réussi, par exemple en Angleterre, dans un premier temps. Imaginez quand même que au Parlement anglais, au mois d'août, le débat qu'il y avait entre la majorité et l'opposition, c'est est-ce que le budget de la police a été élevé à un niveau suffisant ? Quand même, voilà. Ça a été la première réaction en France, et ça n'a pas été sans être une des causes de la généralisation de l'émeute en 2005. C'est-à-dire que quand toutes les forces politiques, y compris les plus à gauche, commencent à dire c'est pas bien de brûler des voitures, avant de se demander pourquoi ils brûlent les voitures, ça énerve un petit peu, massivement. Voilà. Donc la construction de ce consensus est quelque chose d'assez dramatique qu'il faut absolument réussir à briser en se disant mais attendez, en France et en Angleterre, c'est vrai qu'il y avait deux façons en France et en Angleterre, il y avait deux façons de rentrer dans l'émeute, dans l'analyse de l'émeute. Soit on rentrait par les voitures et les vitrines qui brûlent, soit on se disait d'abord quand même il y a eu des jeunes qui sont morts. On peut peut-être commencer par là. Et ça, faut retravailler à ça régulièrement. Je ne sais pas exactement quelle est votre situation au Québec. Il semble qu'il y a eu un vote au Parlement aujourd'hui sur des fumigènes dans le métro qui indique qu'il y a quand même un certain consensus pour l'instant. Oui, moi je voulais savoir si vous pensiez qu'avec ce qui se passe en Islande depuis 2008, ça donnait comme une espèce de piste de solution au reste du monde. Alors sur le dernier point, non, j'ai pas forcément la réponse. Hein. Je ne sais pas si quelle sera la solution. C'est vraisemblablement de réussir à amener les gouvernements à prendre des décisions qui soient des décisions de nature gouvernementale et publique et non pas simplement de nature financière. Ça ne viendra pas tout seul, ça. Ce qui se passe en Islande, moi j'ai surtout été frappé sur l'Islande par le fait que en 2008, ce qu'ils ont appelé une émeute, tout est relatif, si vous voulez. La presse a parlé d'émeute, les Islandais disaient c'est une émeute, mais c'était pas d'une très grande violence. Une autre? Si personne en a, moi j'en ai une. Ah non, viens-t'en. Oui, vas-y. Oui, vous avez beaucoup parlé de l'importance de l'image dans les phénomènes d'émeute récents. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que cette omniprésence-là des images nous rapproche ou nous éloigne de l'expérience de l'émeute, puis de la transformation sociale? Question facile. Ce sont des questions de plus en plus simples. Alors sur la coordination, je sais qu'il y a une coordination dans la répression. Ça m'intéresse pas prioritairement. Voilà. C'est bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, mais j'ai assez à faire avec les gens qui se révoltent. Moi, voilà. Alors pour les gens qui se révoltent et pour les émeutes qu'on connaît, il me semble assez évident que le mode de transmission d'expérience ou de construction d'événements en commun, c'est pas de la coordination au sens où on l'a entendu pendant des générations. Voilà. C'est de la construction d'événements en commun ou d'échanges d'expériences de façon informelle et surtout sans centre, sans limite à ceux qui font partie du réseau ou qui n'en font pas partie. Contrairement à une organisation, il y a ceux qui en sont, qui n'en sont pas. Là, on est dans l'organisation réticulaire, dont Facebook est une des bases, mais est loin d'être la seule. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait de coordination réelle. Voilà, il y a des effets de plus en plus importants d'information réciproque et d'emprunt. Je doute que ça aille au-delà, en réalité. Ça peut se perfectionner dans cette forme-là, mais je doute que ça aille au-delà. Comme ça, j'ai une intuition sur
sur la subjectivité contemporaine collective. Alors, la question de l'image. Ce qui est clair, et ça on le sait depuis quelques décennies, c'est que la maîtrise de l'image est un instrument de pouvoir. La maîtrise de l'image, voire la maîtrise du paysage urbain, est un instrument de pouvoir. C'est une représentation très pédagogique, très intériorisée ou intériorisable, très identificatoire de l'ordre que l'on veut promouvoir. Je dis ça parce qu'on sait depuis longtemps que les producteurs de Hollywood dans les années 30 avaient passé des pactes sur la façon de ne faire dans les films sortis de Hollywood qu'une mise en scène de l'American Way of Life pour pouvoir ensuite que ça passe dans la consommation courante, dans les modes de consommation, etc. Donc ça s'est considérablement aggravé avec les modes de communication contemporains, les mass médias, la télévision, etc. On le sait. Donc que se développent des pratiques de l'image, qui soient des pratiques alternatives, qui permettent de diffuser, de construire, ou de donner en tout cas des éléments d'une autre représentation, me semble en soi extrêmement important. Et c'est pas simplement, là encore, c'est pas simplement en extériorité. L'image, elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre imaginaire, elle fait partie de notre façon d'être productif, au sens contemporain du terme, d'être productif dans la subjectivité. Et donc la question de l'image, elle est un terrain de contestation et de contestation individuelle, depuis déjà au moins 30 ans. Moi, je commence à travailler de plus en plus avec des étudiants, je vais développer ça, pourtant c'est pas tout neuf, hein, sur le graphe. Sur les graffitis et les tags. Voilà. C'est une activité que j'ai découverte, qui est tout à fait particulière, parce que c'est une activité de l'exhibition de soi, tout en restant dans l'anonymat, mais dans lequel, pour les graffeurs, l'important, c'est au moins autant l'acte d'avoir graffé et la décharge d'adrénaline qui consiste à faire quelque chose d'interdit et à marquer le paysage urbain, vandalisé, pour prendre le terme qui est utilisé en France, je pense ici aussi, à marquer le paysage urbain. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on a là une pratique de contestation et de subversion au quotidien sur des micro-éléments de notre vie quotidienne, que, mine de rien et sans y penser, on a complètement intégré tout le monde, à notre imaginaire de la ville. On ne peut pas imaginer la ville contemporaine aujourd'hui avec ses gratte-ciels et ses murs de verre et ses autoroutes urbaines sans y intégrer le graphe et ses bouts de mur et ses pignons à 10 mètres de haut où il a fallu être acrobate pour y aller, etc. Ça fait partie de l'imaginaire urbain. C'est une forme de subversion. Ça casse l'ordre, ça casse le bon ordre de la ville, de la même façon que les images sur YouTube peuvent être des éléments. Il faudrait les élaborer un peu plus pour que ça le soit plus efficace, mais il y a des gens qui s'y emploient. Ce sont des éléments de contestation des images médiatiques. Au point que, s'il en était une contre-expertise, que lorsque les grands médias institutionnels se voient obligés par défaut de faire appel aux images amateurs, comme par exemple ça a été le cas pendant le printemps arabe. Vous ne pouvez pas avoir des journalistes partout, vous ne pouvez pas avoir des caméras partout, c'était très dangereux, c'était très compliqué, donc ils se sont alimentés de façon considérable avec les images amateurs. Ça a eu d'ailleurs des effets sur les images amateurs, parce que sur la façon dont les amateurs faisaient les images, qui d'un seul coup se préoccupaient de l'authentification, de la date, du lieu, etc., pour que ça soit utilisable. Mais beaucoup plus grave, c'est l'usage qu'en ont fait les grands médias. C'est-à-dire, regardez comment ça se passe. Allez voir sur Euronews, par exemple, parce que c'est une chaîne qui diffuse de l'image essentiellement et qui est véritablement spécialisée dans le détournement de l'image amateur. Allez voir comment ils aseptisent complètement l'image amateur pour en faire quelque chose qui soit digeste. Voilà. Alors, de façon étonnante. Premièrement, ils suppriment la bande-son.
Les images amateurs, il y a toujours une bande-son. C'est une bande-son en temps réel. On entend les balles, on entend les gens qui crient, on est dedans. On peut s'identifier à celui qui est en train de filmer, en vrai. Voilà. Supprimer. Sauf quand il y a... Alors je suis très savant, c'est pas moi qui travaille, j'ai une doctorante qui travaille là-dessus, elle m'a tout expliqué. Voilà. Sauf quand il y a des sons qui sont identifiables, mais qui sont uniquement dans l'affect, c'est-à-dire des essoufflements, ou des cris dont on ne comprend pas le sens, etc. Ça, éventuellement, on peut le garder. Mais tout le reste, on met la bande-son du journaliste. Voilà. Et on met le commentaire, qui en réalité n'est pas un commentaire différent de l'image, mais un commentaire qui dévalue l'image en disant ce qu'il y a dans l'image. Regardez, il y a un manifestant avec un foulard rouge. Ben oui, on a vu. Mais du coup, vous entendez le journaliste prend le pouvoir sur l'image. C'est un premier c'est assez caractéristique. Hein. On ne peut pas regarder les choses et voir nous-mêmes ce qu'il y a dessus. Il faut qu'ils nous disent ce qu'il y a. Voilà. Il faut qu'ils aient le contrôle dessus. Et la deuxième chose, alors ça a été elle m'a montré des exemples tout à fait significatifs dans le printemps arabe, sur le début de l'insurrection tunisienne, par exemple des images de l'hôpital de Kasserine au moment de la répression. Les images vidéo que nous avons, il y en a des heures. Ce sont des images d'une dureté considérable. Les gens, ils filment tous, et ils filment tout. Ils filment le bras qui manque. Ils filment l'œil arraché. Ils filment le cerveau qui sort du... Voilà. C'est terrible. Il y a la nécessité de montrer, la nécessité de porter témoignage, la nécessité que cette réalité-là, elle soit montrée. Quand ça passe ensuite sur les télévisions généralistes et professionnelles, vous avez les cris, vous avez des gens qui s'agitent dans tous les sens, mais de la véritable horreur, vous n'en avez pas. Le spectacle, on vous le laisse imaginer, et on vous le laisse imaginer à partir du discours de qui? Du journaliste. Donc c'est véritablement l'organisation d'un spectacle. Donc vous voyez bien que la question de l'image est une question... C'est un front. Voilà, pour vous dire, c'est un front.